C'est Ah les caméras, ça dit quoi? Bon, aujourd'hui on va faire un podcast avec cette nouvelle chaîne Réflexion Caméra 2.0. Ça fait longtemps, comment vous allez? Mais on va reprendre les podcasts et on va reprendre avec un rythme assez régulier. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pause du travail et aussi la chaîne Réflexion Caméra en fait s'est fait shadowban. Shadowban signifie que quand je postais les vidéos, elles n'apparaissaient plus sur le YouTube des gens, même les YouTube de ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ils n'étaient même pas signalés. Donc ça quand même, c'est vrai que quand on est sur YouTube, il faut pas être là pour les vues parce que si tu es là pour les vues, tu vas te perdre. Sauf si tu viens pour les vues, voilà, chacun sait pourquoi il est là, hein. Mais si tu viens pour autre chose, pour partager tes réflexions, c'est pas forcément les vues qu'on regarde, mais vraiment, si quelqu'un a écouté un podcast, deux podcasts, trois podcasts, il s'est abonné à la chaîne, vraiment, ne pas lui envoyer le quatrième, le cinquième que je fais. Non, c'était bon. Donc, tout ça a fait que la chaîne s'est un peu arrêtée. Et de toute façon, les détails de ce qui s'est passé pendant la pause, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails parce que, étant donné qu'on reprend les podcasts, au fil des podcasts, je pense que de manière très organique, tout ça va se faire. Dans le podcast du jour, le premier podcast pour reprendre la chaîne Réflexion Caméra 2.0, c'est faut-il rester au pays? C'est un sujet miroir du thème de la toute première vidéo de la chaîne Réflexion Caméra qui était pourquoi rentrer définitivement au pays? Qu'est-ce que je fais dans cette vidéo que j'ai publiée? Je pense qu'il y a maintenant 6 ans, le temps passe, hein. En fait, il y a 6 ans, ça faisait un an que j'étais rentré au Cameroun, donc jeune étudiant qui a fréquenté en Belgique. Je fais une formation d'ingénieur architecte en Belgique. Pour la référence, parce que je sais qu'il y en a de ces zones-là qui vont sûrement écouter le podcast, j'ai fait l'Université de Liège pendant 3 ans. Ensuite, j'ai fait l'Université libre de Bruxelles pendant 2 ans. Donc, au bout de ma formation, donc, je suis ingénieur architecte et je rentre au Cameroun. Je rentre au Cameroun parce que, c'était à la fois stratégique, on va dire, et c'était aussi un choix personnel. Je voulais travailler dans mon pays, en fait. Je croyais que ma place était dans mon pays. Je croyais, je crois toujours. Enfin, ça, on va voir. Mais je voulais, en fait, travailler dans mon pays. C'était un jeune Camerounais qui veut travailler au Cameroun, qui veut s'installer au Cameroun, qui veut vivre au Cameroun. Donc, c'était à la fois ça et aussi stratégique parce qu'il y avait quand même des entreprises à faire au Cameroun. On a une entreprise familiale et il fallait quand même la gérer. Ce qui fait que quand tu rentres, tu ne rentres pas chômé. Disons, j'avais déjà le travail, en fait, dans l'entreprise familiale. On va dire ça comme ça. Donc, et après un an, donc, j'ai fait une vidéo qui disait pourquoi faut-il rentrer définitivement au pays. Et dans cette vidéo, je présentais 4 arguments. 4 arguments pour essayer de convaincre, pour essayer d'expliquer pourquoi c'est intéressant pour un Camerounais de la diaspora, hein, peu importe où vous êtes, de rentrer au pays. Bon, peu importe essentiellement ceux qui étaient en Europe et un peu plus large en Occident. Pourquoi il était important pour eux de rentrer au pays. Et j'avais fait 4 arguments. On va rapidement revoir les 4 arguments que j'avais donnés il y a 6 ans pour expliquer pourquoi il faut rentrer s'installer au pays. Vous allez voir que sur les 4, il y en a toujours, la majorité sont toujours valables, hein, donc ça n'a pas trop changé. Le premier argument, c'était l'Occident s'effondre. Et j'expliquais qu'en fait, en Occident, il n'y a plus de travail. La crise, la dette, le corona, bref, ils ont eu tellement de crises, donc en fait, ils sont en agonie. Et lorsqu'un pays est en agonie, lorsqu'un pays est endetté, ce n'est pas là-bas que tu vas t'enrichir. Tu ne peux pas t'enrichir dans un pays endetté. Ça veut dire que tu vas travailler et ton travail va rembourser la dette du pays. Tu ne vas pas t'enrichir dans ce pays-là. Donc, je pense que pour les détails, vous pouvez aller regarder la vidéo. Mais c'est à peu près ça. Et je pense que la situation s'est empirée. Donc, l'argument qui disait que l'Occident s'effondre et qui s'adressait aux Camerounais de l'Occident, notamment de l'Europe, notamment de la France, de la Belgique, bref, ceux qu'on a côtoyés, est encore plus valable aujourd'hui. Je pense que tout le monde est d'accord que la situation entre 2020 et 2026 s'est empirée, notamment en Europe, en France, etc. Donc premier argument, toujours valable, il est même encore plus valable aujourd'hui. Bon, le deuxième argument, je disais en fait que bon, le pays brise. Le pays brise, c'est là qu'il y aura de la nuance à faire. Donc, je pense qu'on va revenir sur ça après. On va peut-être aller sur le troisième argument, qui était que en fait, en fonction de ce que tu veux pour ta vie, c'est-à-dire que comment tu vois, tu projettes ta propre vie, ce que tu veux atteindre, ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser. Le Cameroun permet plus cela que les pays européens notamment. Ça veut dire que si tu veux faire de l'argent, du gros argent, et même pas seulement de l'argent, parce que l'argent ne doit pas être un but. Si tu veux avoir des rêves, si tu veux avoir des choses à faire, si tu veux accomplir des choses, si tu veux avoir de la plus-value, tu veux
faire profiter de tout ce que tu sais faire à ton entourage, générer des bénéfices à travers ça. Bref, donc de manière saine. Le meilleur endroit pour le faire, c'est au Cameroun parce qu'en Occident, en Europe, c'est compliqué. C'est compliqué. Et cet argument se retrouvait avec le premier argument. Pour ceux qui veulent la petite vie confortable, j'avais dit ça à l'époque, salaire de 1800 euros, vie tranquille et tout. Vous pouvez aller en Europe, même ça, je ne sais même plus si l'Europe garantit ça. Et j'avais dit à l'époque que je ne serais même pas sûr que l'Europe encore garantit ça aujourd'hui. Aujourd'hui, même avec le salaire confortable, là, tu vis la merde en fait. Donc, les pays comme la France, il faut vraiment, vraiment être dans le top. Genre, il faut être un ingénieur bien placé quelque part, etc. Ou avoir au moins 2400, 2500 euros pour vivre. Si tu es un petit gars qui te débrouille avec 1800 euros, une famille avec 1800 euros, ça va être très, 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 très dur. Donc, ça, c'est le troisième argument. Je ne vais pas rentrer dans ça. Et le quatrième argument, bon, le troisième argument était toujours valide, hein. Et le quatrième argument, c'était un argument qui était peut-être le plus fort parce que c'était du simple fait que nous sommes des Camerounais. On est des Camers, que tu le veuilles ou pas, ton pays c'est le Camer. C'est ici qu'on a enterré nos cordons ombilicaux, comme on dit quoi. C'est ici qu'on a enterré nos cordons, nos nombrils sont enterrés ici. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, on a enterré ton nombril ici, tu es Camerounais. Donc, tu peux simplement dire que je m'installe au pays parce que c'est mon pays, point barre. Pas besoin d'avoir des arguments stratégiques, financiers, machin, pour expliquer comment tu vas monter des plans après rendre rentable. Bon, ça peut venir après. Ça peut, je vais dire, c'est pas mauvais de faire ça, mais tu n'as même pas besoin de faire ça, c'est ton pays. Tu peux dire que je vis dans mon pays, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses moins bons, avec ses moins, ses plus bons, et je vais vivre parce que c'est mon pays. Ça, en lui-même, c'est un argument tout seul, en fait. Donc, c'était un peu ça. Donc, vous voyez que sur les quatre arguments, il y a trois qui sont toujours valables. Celui donc qu'il faut nuancer, c'est celui qui dit que le Camer brise. Et c'est en développant ce deuxième point qu'on va donc arriver aussi donc à la question du podcast que faut-il rester au Cameroun? Bon, moi je pense que l'argument que j'ai donné il y a 6 ans, le Camer brise, je vais le nuancer en disant les Camerounais se battent à faire brise le Cameroun. C'est pas la même chose que dire que le Camer brise. Les Camerounais travaillent pour que le Camer brise. Mais le Camer ne brise pas. Le Camer ne brise pas parce qu'il y a tout un système qui est opposé à eux. Vous voyez dans l'interprétation peut-être naïve que j'ai eue il y a 6 ans, parce que il y a 6 ans, tu regardes en fait les entreprises locales qui se créent. Tu regardes la dynamique, tu regardes l'énergie collective, tu regardes la vision collective des jeunes de ton entourage. Et tu te dis que, on est en train de prendre le chemin de la brise. On va dire ça comme ça. Mais en fait, je n'ai pas compris que ce n'est pas parce que nous, on travaille pour faire brise que le pays brise en fait. Dans ce constat que tu fais de brisance locale, que tu remarques partout, ça ne veut pas forcément, ça ne va pas forcément aboutir au fait que ton pays dans son ensemble va briser. Pourquoi? Parce que tu as le système qui est opposé à ça. Et ça crée énormément de frustration quand tu es un jeune entrepreneur ou une jeune entreprise, quand tu veux faire de l'entrepreneuriat au Cameroun. Si par exemple tu es salarié, tu vas moins le sentir parce que le salarié, surtout si tu as une multinationale, je sais pas, tu as tes 700 colos par mois et tout, tu vas pas sentir cette frustration permanente là. Pourtant, si tu es un entrepreneur, même si en tant qu'entrepreneur, tes revenus mensuels, parce que déjà un entrepreneur ne gagne pas l'argent par mois, on évalue plus par année. Donc, si on dit même que tu fais la moyenne de ce que tu as gagné pour toi-même sur un an, et que tu vois que quand tu divises par 12, ça fait 700 000, tu n'as absolument pas la même expérience de ton pays qu'un salarié dans une entreprise multinationale qui a 700 000. Pas du tout. Parce que toi, tu te confrontes directement au système et un système qui ne veut pas de toi. Il faut donc qu'on développe ça en détail. Le podcast va être un peu long, mais bon, c'est l'idée du podcast, hein, on a le temps de discuter, de vraiment argumenter et de réfléchir. Et comme je dis, 7 ans d'expérience, je ne peux pas résumer ça en 5 minutes. Donc, on va parler de mon expérience. Je pense que même un bon moyen de bien expliquer clair comment j'explique qu'on a un système qui est opposé à ça, c'est de prendre des exemples pratiques, de mon expérience en moi. Et je dis, mais ce n'est pas théorique, c'est 7 ans d'entrepreneuriat au Cameroun et entrepreneuriat dans des secteurs d'activité différents. Et je pense même que c'est nécessaire, même si ça allonge le podcast, il n'y a pas de problème. Je vais un peu essayer d'expliquer les différentes entreprises dans lesquelles j'exerce, parce que rien, tout continue, hein. J'exerce depuis 7 ans des secteurs d'activité et après je vais donc voir comment l'expérience dans ces entreprises-là me fait expliquer cela. En 7 ans,
Déjà, il y a le business principal pour lequel je suis rentré au Cameroun, c'est-à-dire l'entreprise familiale. C'est une entreprise d'importation de matériaux de construction. Donc, on importe des matériaux de construction et on les redistribue sur le marché local. C'est un peu ça l'activité. Donc, on va dire que c'est vraiment import-export, comme on dit, même si c'est essentiellement de l'import-distribution. Voilà. J'ai eu une entreprise d'architecture de construction, étant donné que mon profil, j'ai une compétence. Comment j'ai une compétence, je ne la mets pas en pratique. Et comme moi, j'ai ma mentalité entrepreneur, déjà que quand tu dois gérer une entreprise, c'est difficile de travailler après pour quelqu'un. Donc, j'ai directement dit qu'il faut que je crée mon entreprise de construction et d'architecture qui a été fait, qui fonctionne depuis 4 ans. C'est aussi une autre réalité, c'est aussi une autre façade du Cameroun que tu découvres en faisant cela. Il y a un restaurant qui s'appelle le Japoma Rooftop, qui est situé à Yassadota, Kolobon. Lui aussi, ça fait 4 ans qu'il tourne, qu'il fonctionne. Là encore un secteur d'activité complètement différent, la restauration. Gérer la clientèle, gérer... bref, la restauration, c'est toute cette activité. Les achats, le marché, tout ça, c'est autre chose encore. Ça n'a rien à voir avec l'import-distribution. Donc, j'ai quoi encore? J'ai un studio d'animation. C'est important de dire ça parce que quand j'explique tout ça, c'est pas pour dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et d'abord que si j'ai ça, je dis ce que j'ai, je suis pas en train de mentir. Et c'est aussi pour que vous voyez que les arguments que je donne, ça vient, comme j'ai dit au départ, d'avoir vu plusieurs façades à travers plusieurs secteurs d'activité différents. J'ai un studio d'animation lui, c'est vraiment, il n'est pas rentable parce que je sais qu'il n'est pas rentable, mais ça reste une entreprise parce que il faut recruter, il faut faire des objectifs, il faut faire des résultats, etc., etc. Mais là, c'est vraiment plus la passion. Je pourrais développer ça dans une autre vidéo en intégralité, il n'y a pas de problème. Donc, il y a à peu près tout ça. Il y a même encore des trucs que j'ai fait ponctuellement qui n'ont pas marché. Enfin, je suis comme Claudine Obissi. Donc, j'ai 800 idées par seconde. Si j'étais dans un pays où on est pro-entrepreneur, un pays qui met en avant les entrepreneurs, c'est que j'avais déjà au moins 10 entreprises. Je vous dis la vérité, 10 entreprises qui marchent. C'est parce qu'on a un pays compliqué. Et même malgré ça, vous voyez tout ce que j'essaye de faire comme entreprise, c'est ma nature. C'est comme ça que je suis. Donc, après avoir géré ça pendant 7 ans, je veux rappeler que dans toutes ces entreprises, celle qui me prenait le plus de temps et le plus de vie, qui consommait le plus de temps, c'était l'entreprise d'importation, distribution, puisque c'est elle qui générait le plus d'argent. Donc, forcément, c'est elle qui demandait le plus de temps. Donc, on va dire au moins 50% du temps, c'était elle. Et les autres entreprises que je gérais se partageaient les 50 autres pourcents de mon temps. Après donc cette analyse après avoir vécu tous des hauts et des bas, des vertes et des pas mûres, je ne sais pas comment dire ça en français, une expression française là que j'ai connue, des quoi vertes et pas mûres, j'ai fait tout ça. Ma conclusion c'est quoi? Le Cameroun en fait, c'est un pays, il y a les Camerounais qui disent souvent que je ne sais pas si le Cameroun a tous ses papiers pour être un pays. On regarde ça, on rit, mais c'est très vrai en fait. Le Cameroun ne remplit pas les conditions en fait, l'État camerounais ne remplit pas les conditions d'un État. Le Cameroun est un peu comme une plantation coloniale. Voilà. En fait, Cameroun, c'est une plantation coloniale gérée par une mafia. Très, très bonne définition. Je répète, le Cameroun est une plantation coloniale gérée par une mafia. Je répète une troisième fois, comme le général nigérien, là, je ne me rappelle plus de son nom, c'était le général malien, et un général de l'AES. Quand il lisait les discours, il répétait toujours 3 fois les choses. Le Cameroun est une plantation coloniale gérée par une mafia. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment fonctionne la mafia? Pour ceux qui ont vu qu'ils étaient petits les films sur les mafias new-yorkaises, italiennes, japonais, yakuza et tout ça, comment fonctionne la mafia? La mafia fonctionne par territoire. Même les cartels fonctionnent par territoire. C'est-à-dire qu'au-delà des mafias, parce que les cartels, même c'est des mafias encore plus organisées, même les cartels, les gangs fonctionnent par territoire. Et qu'est-ce qui se passe dans le territoire? Le territoire t'appartient et tu es le seul qui a le droit de vendre la drogue sur ton territoire. Tu es le seul qui a le droit de faire de l'argent sur ton territoire. Et il est hors de question qu'un gang rival, qu'une mafia rivale, qu'un parrain d'une autre entreprise, d'une autre mafia, machin, vienne aussi vendre sa drogue sur ton territoire. Sinon, vous pouvez déclencher la guerre, vous pouvez vous tuer, vous pouvez vous entretuer pour protéger les territoires. C'est exactement comme ça que fonctionne le Cameroun. Cette conclusion-là, en fait,
J'ai tellement d'exemples qui peuvent refléter cela. Les quelques-uns, je vais citer quelques-uns juste qui me sont venus à l'idée avant ce podcast. Je les ai notés, je vais rester un par un. Mais je vous dis que pour parler de ça, il faut faire un live en fait. Parce que je ne peux pas avoir une vidéo où je parle de ça. J'ai vu quelques-uns qui me sont venus, comme ça on va citer. Cas numéro 1, que n'importe quel Camerounais va comprendre. On va parler de Orange et de MTN. Orange et MTN, ces deux entreprises soi-disant concurrentes, comme elles se revendiquent l'être, mais qui ne sont pas concurrentes en fait. Orange et Mafra, c'est une même entreprise en fait qui a deux succursales. Parce que comment vous expliquer que on a deux entreprises concurrentes? Un exemple, premier exemple simple, elles ont exactement les mêmes forfaits au même prix. C'est-à-dire que chaque forfait Orange a son équivalent MTN, plus ou moins au même prix. Lorsque Orange fait une promotion, le lendemain, MTN fait exactement la même promotion. Parfois, ça sonne en même temps le même jour. Lorsqu'il y a des lots concours à gagner, c'est pas 25 000 tous les 25 jours. Quelques jours après, MTN sort gagner 7 000 tous les 7 jours. C'est-à-dire que tout fonctionne en miroir. Observez très bien les entreprises Orange et MTN. Elles sont exactement des sœurs jumelles. Il n'y a aucune concurrence entre elles. Parce que la concurrence voudrait que, par exemple, Orange dise, par exemple, là c'est un exemple, on a un podcast, on discute, une semaine d'appel gratuit. Pour que MTN panique, parce que si on dit une semaine d'appel gratuit, il y a des gens qui vont juste pour ça acheter une puce Orange. Et vous savez qu'il y a un truc qu'on appelle la portabilité des numéros. Il y a une loi. Je veux retrouver la loi en question, l'article qui parle de ça. Je vais la mettre en vidéo sur ce podcast. Il y a une loi camerounaise, je ne me rappelle pas laquelle, qui a été votée, je crois, en 2017, vers ces années-là, qui autorisait la portabilité des numéros de téléphone. Ça signifie quoi? Ça signifie que je peux avoir mon numéro Camtel. Ensuite, je veux quitter Camtel pour aller à Orange. Je passe simplement voir Orange. Je leur dis que je veux une puce Orange avec mon ancien numéro Camtel. Et Orange se charge de te fournir une nouvelle puce Orange qui garde exactement ton numéro Camtel. Si demain, en fait, tu en as marre de Orange, tu peux dire que, ok, je vais pas avoir le nouvel opérateur qui est là, peut-être c'est Yumi qui est là. Tu peux avoir Yumi ou bien Nextel. Tu dis à Nextel que je veux une puce Nextel, mais je veux conserver mon ancien numéro Orange. Et Nextel a l'obligation de te fournir une nouvelle puce avec ton ancien numéro. Ça signifie que le consommateur pouvait librement aller et venir des opérateurs en fonction de son bon vouloir. C'est une loi qui a été votée. Et je vais retrouver l'article, je vais la mettre en vidéo pour ceux qui auront ça en vidéo. Pour ceux qui auront ça en podcast, bon, malheureusement, il va falloir faire quelques recherches, vous allez trouver ça sur Google. Cette loi n'a jamais été mise en application. Pourquoi? Parce que les mafias qui dirigent, une loi comme ça compromet complètement leur business, puisque le Cameroun, c'est leur territoire. Les consommateurs téléphoniques, c'est leur territoire. Il est hors de question qu'une entreprise rivale vienne et leur permette de switcher comme ça les territoires sans en perdre les conséquences. Le problème, c'est que les gens ne changent pas parce que ton numéro est important. C'est le numéro qui a tes contacts, c'est par là qu'on t'appelle. Donc, tu ne peux pas forcément changer d'opérateur. C'est pour ça que quand Nextel arrive, par exemple, en général, tu vas prendre une puce Nextel supplémentaire. Tu vas quand même garder ta puce Orange. Ça fait souvent, certains ne veulent pas avoir 2 téléphones, 3 téléphones. C'est lourd, ça perturbe et tout. Donc, les gens, souvent, ils laissent juste en fait. Vous voyez que c'est un gros frein à la concurrence. Le fait que cette loi n'a pas été mise en application. Et ce n'est pas un hasard. Elle n'est pas mise en application, c'est pas un oubli en fait. C'est un camouflage, c'est un truc qu'on a fait exprès. Quand je parle de ce qu'on a fait exprès, rappelez-vous, on est toujours sur Orange et MTN. Le mot d'avion qu'on a eu en 2023. C'est la ministre des télécommunications. Je crois que ça s'appelle Liken, quelque chose, une bassa Liken. C'est la ministre des télécommunications qui est partie à la télévision pour défendre Orange et MTN. De parler de cette importante réunion qui s'est tenue avec le régulateur, les opérateurs, mais à la suite d'autres réunions tenues dans ce même cadre pour résoudre le même problème. Je voudrais rappeler et rassurer les téléspectateurs que les problèmes de qualité de service, les problèmes de coûts et même le développement du secteur des télécommunications sont une préoccupation constante des plus hautes autorités. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu parce que le nombre de plaintes grandissait,
Après un état de lieu de ce que chaque acteur fait pour améliorer la qualité des services, il est ressorti que le problème majeur est que le consommateur final n'est pas pris en compte. Ses préoccupations ne sont pas adressées par chacun des opérateurs. Ce qui fait que le consommateur est inondé par des offres qui souvent ne sont pas transparentes. Il ne dispose pas d'outils pour vérifier que la data qu'il a achetée, comment est-ce qu'elle est débitée. L'opérateur est complètement aveugle, il ne connaît pas, il n'a pas d'outils pour apprécier la qualité de réseau des opérateurs. Le consommateur. Alors nous avons donné des instructions fermes pour que dans 2 semaines, les opérateurs aillent revoir leurs applications pour que désormais, quand un consommateur a acheté le crédit, s'il y a une perturbation de réseau, que ce crédit lui soit restitué. On a également décidé, demandé aux opérateurs de mettre à la disposition du consommateur des outils qui lui permettent d'évaluer la performance des réseaux, ce qui est une avancée considérable. Et également qu'il puisse suivre progressivement comment est-ce que son crédit est consommé. Parce que je vous assure, Adèle, il se trouve que comme l'économie numérique, nous pouvons plus vivre, on peut plus vivre sans être connecté. Et alors, on embrasse des offres sans véritablement savoir si elles correspondent à nos besoins. Regardez d'abord bien comment le mode avion là s'est passé. Vous ne m'avez pas vu que quand on a commencé le mode avion, on mettait notre téléphone en mode avion entre midi et 14h. Orange et MTN ont fait exactement le même communiqué. Je vous dis, je vais retrouver ces communiqués, je vais les mettre en vidéo pour ceux qui ont le podcast sur YouTube par exemple. Ils ont fait exactement le même communiqué. On a une population qui se plaint de manière légitime. J'ai même population, c'est même pas une population, on va dire des consommateurs. Un peuple, voilà, pas une population, on a un peuple, des consommateurs qui s'organisent et se plaignent de manière légitime de l'incompétence aggravée de 2 entreprises étrangères au Cameroun. Étrangères entre guillemets, parce que je dis que les mots ont un sens. Hein. Je ne sais pas si Orange Cameroun, MTN Cameroun se sentent étrangers. C'est nous quelque part un peu les étrangers dans leur territoire colonial. Donc ça, c'était entre parenthèses. Donc on a 2 entreprises étrangères qui font de l'argent et qui ne fournissent aucun service. Le peuple se plaint. La ministre, je crois que ministre veut dire un truc comme serviteur en latin, non? Il faut vérifier ça. La ministre qui est censée être la serviteuse, je vais dire comme ça, du peuple, va à la télévision défendre les bourreaux de sa propre population. Là, vous comprenez donc pour qui la ministre travaille en réalité. Elle ne travaille pas pour la population camerounaise, elle ne travaille pas pour le peuple camerounais. Elle travaille pour la mafia camerounaise, elle travaille pour les mafias camerounaises. Ces mêmes mafias, comme je dis, qui ont fait du Cameroun leur plantation coloniale, leur territoire, dans lequel toute richesse qui est produite doit revenir à eux. Et Orange et MTN, c'est un secteur d'activité. On va voir un autre secteur d'activité. Bon, pas forcément cette activité, parce que un autre exemple, en fait, qui vous montre que on n'a pas un État normal. De dire qu'on n'a même pas d'État. On nous a menti qu'on a un État. On a une mafia coloniale qui dirige le Cameroun. C'est ça. C'est pour ça. Ne parlez même plus d'État. La Sonara, qui a brûlé, je crois, en 2016. Vous vous rendez compte que l'énergie, je crois que l'énergie, c'est l'élément central de la géopolitique. C'est-à-dire que quasiment toutes les décisions des présidents qui ont été faites au monde entier depuis qu'on fait la politique, il y a une composante, la composante énergétique est cruciale dans toutes ces décisions-là. On a une société qui raffine l'énergie. Elle prend feu. Plus de 10 ans après, on ne sait toujours pas qui a mis le feu à la société. Ça signifie que c'est l'État lui-même qui a mis feu à ça. Parce que tu ne peux pas perdre quelque chose aussi crucial et dire que je ne sais pas qui l'a fait. Ça veut dire que c'est toi-même qui a fait ça. Du coup, mais ce n'est pas l'État. Je dis l'État parce que c'est comme ça qu'on les appelle. C'est la mafia qui dirige et qui l'a fait. C'est du grand banditisme en fait. C'est exactement comme ça que les mafieux fonctionnent. Lorsqu'il y a des choses qui nuisent au business, lorsqu'il y a peut-être un nouveau commerçant tranquille qui est venu ouvrir, je ne sais pas, sa boîte de nuit en face de ma boîte de nuit, de moi le mafieux, qu'est-ce que je fais? Je brûle sa boîte de nuit.
Dès qu'il y a moindre chose qui menace mes intérêts dans mon territoire, je me sens légitime d'utiliser la violence et la force. Autre exemple, comme on parle de violence et de force, les scellés des boutiques, comme je vous ai dit, ça c'est les idées qui me viennent à la tête pendant que je parle, parce que c'est du vécu, tellement du vécu dans notre société d'impôt-distribution. Le scellé des boutiques. Quand on scelle la boutique, ça ressemble à quoi? Je dis encore, ceux qui ont vu les films des mafias, les films des yakuza, les films des mafias italiennes, des mafias américaines, comment ils fonctionnent? Quand tu ouvres la boutique dans le territoire d'un mafieux, ou même d'un gang, même les gangs fonctionnent comme ça. On vient, on te dit que ta boutique que tu vois située sur notre territoire, donc il faut que tu nous reverses quelque chose. En général, on te dit d'abord ça gentiment. Ça fait partie du process. Et en général, tu vas dire que non, vous êtes fou, que moi je viens ouvrir ma boutique, que machin, je paye mes impôts, pourquoi tu veux que je te paye toi, le gang et tout, tout, tout. Ils disent ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les bandits, non? N'est-ce pas, on casse ta boutique. N'est-ce pas, on te tabasse. Et en fonction du niveau de trauma qu'on veut même t'infliger, on peut même tuer. Peut-être pas te tuer toi, mais on peut te tuer tes proches. On peut tuer ton employé qui est là-bas. On peut tuer même ta femme, ton enfant. On tue quelqu'un là-bas pour bien te traumatiser. Et quand tu es traumatisé, on revient le lendemain te voir. On dit que tu as vu, on t'a dit qu'il faut nous payer pour qu'on te défende. On fait comment? Et là, tu donnes l'argent seul. C'est exactement comme ça que les scellés fonctionnent. C'est une pratique coloniale qui elle-même tire son origine d'une pratique mafieuse. Et c'est cette même pratique qui est toujours appliquée aujourd'hui par les mairies, par les ministres, par l'État du Cameroun, entre guillemets, je vais toujours dire état entre guillemets. On vient, on scelle ta boutique, on suspend ton activité. Ils ne peuvent plus taper parce que bon, il y a quand même des images coloniales qu'il ne faut plus montrer. Même si ce qu'on vit en réalité est parfois pire que la colonisation. Comment est-ce qu'un État peut sceller une entreprise? Est-ce qu'un État comprend ce que c'est qu'une entreprise? L'entreprise, c'est le producteur de richesse dans un pays. L'État ne produit pas d'argent. Les ministères ne produisent... Il n'y a pas dans les ministères là-bas un endroit, une salle magique où les produits sortent, on vend, ça donne l'argent. Il n'y a pas une pièce magique au ministère, une machine qui tourne, qui produit quelque chose qu'on vend. Il n'y a pas un service que tu pars là-bas, que tout le monde veut ça, tout le monde paye, ça produit de l'argent. Après le service public de base, qui dans les États normaux sont eux-mêmes d'abord gratuits. L'État ne produit pas d'argent, au contraire, l'État consomme énormément d'argent pour faire tourner cette machine. Les seuls qui produisent de l'argent dans un pays sont les entreprises, les entrepreneurs. C'est eux qui produisent de la richesse. Comment un État peut venir voir un entrepreneur ou une entreprise? Déjà, tu revendiques de l'argent et tu arrêtes l'activité. Ça n'a pas de sens, c'est une contradiction. Tu ne peux pas revendiquer de l'argent à quelqu'un et tu cesses l'activité qui lui donne de l'argent. Tu suspends l'activité qui lui donne de l'argent. Est-ce que c'est intelligent ça? Ce n'est pas affaire d'être intelligent, ils ne réfléchissent pas. C'est juste de l'application des pratiques coloniales qui elles-mêmes étaient des pratiques mafieuses. Et quand il dit pratiques mafieuses, territoire, découpage, la conférence de Berlin, c'est quoi? C'est exactement ça, c'est des mafieux, l'État français de l'époque, mais c'est même pas de l'époque, l'État français, parce qu'il n'a pas changé. L'État britannique, l'Italie, les Pays-Bas, je ne sais pas, tous ceux qui ont participé à la conférence de Berlin, là, c'était que, bon, ok les gars, on a trouvé un endroit où il y a suffisamment de richesse pour qu'on puisse, chacun trace son territoire sans qu'on ne se fasse la guerre. C'est ça la conférence de Berlin, c'est plusieurs mafieux qui s'asseyent, ils décident que pour qu'on ne se mette pas on se tire pas dessus tout le temps. C'est mieux que chacun trace son territoire et chacun gère sa drogue dans son territoire. Et c'est tout. Donc, je crois que même pour citer des exemples, il faut peut-être qu'on fasse un live où les gens vont peut-être faire les commentaires, tout ça, et ça va me donner des idées. Parce qu'il y a tellement d'exemples comme ça où tu te rends compte que le système de fonctionnement de l'État est mafieux. En fait, lorsque tu comprends ça, tu arrives un peu à expliquer tout ce qui se passe en fait autour de toi en tant qu'une entreprise. Et là, quand je dis entreprise, je parle des entreprises sérieuses, hein, des entreprises, des entrepreneurs qui ont un certain sérieux. Parce que beaucoup d'entreprises ne sont créées que pour coopérer avec l'État et aussi faire de la mafia. Donc, peut-être ces entrepreneurs ne vont pas comprendre quand je parle. Je parle des gens qui sont là pour faire du travail sérieux, du travail bien fait, qui ont une bonne éducation, qui ont une bonne formation et qui veulent mettre ça au service des Camerounais. Et au passage, se faire de l'argent, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire de l'argent. Tu fais de l'argent lorsque tu crées de la plus-value dans la vie des gens. C'est normal de se faire de l'argent lorsque tu crées de la plus-value dans la vie des gens. C'est normal. Les gens même te donnent leur argent avec fierté. Mais lorsque tu fais de l'argent en frustrant les gens, mon regard c'est encore Orange et MTN.
Et même encore, même les mafias camerounaises. En fait, c'est même bien le format podcast. On va bavarder, les gars. On prend la liste des 10 entreprises qui ont fait le plus gros chiffre d'affaires au Cameroun, peut-être en 2024. Vous allez avoir un constat affolant. Quand on essaye de voir les entreprises camerounaises qui font le plus gros chiffre d'affaires à l'année, j'ai fait des recherches sur Internet, je trouve beaucoup de classements, mais qui ne sont pas forcément dans le même ordre. Mais par contre, les entreprises listées sont les mêmes en fait. Donc le classement change en position, mais les entreprises qui sont là ne changent pas. Quand on prend les entreprises, les Camerounaises qui font les plus gros chiffres d'affaires, vous allez voir que quand je vais citer les noms, c'est des entreprises ils ont un truc en commun. Leur incompétence notoire et l'insatisfaction unanime du peuple camerounais vis-à-vis de ces entreprises. On a Orange, on a MTN, on a Camtel, on a la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. Bon, c'est un peu mitigé parce que la SNH, on arrive quand même à avoir des périodes où il y a des pénuries. Donc, on ne peut pas dire que les Camerounais ne sont pas 100% satisfaits de la SNH. On a, j'ai quoi dans la liste encore ici là? Aéroport du Cameroun. Ok, aéroport, on a des aéroports au Cameroun. Comment se fait que la société Aéroport du Cameroun fait partie d'entreprises au Cameroun qui génèrent le plus de chiffres, le plus gros chiffre d'affaires? Enfin, c'est donc ça le paradoxe, c'est que les entreprises qui génèrent le plus de chiffres, le plus gros chiffre d'affaires, sont les entreprises les moins compétentes en fait. C'est là dont vous comprenez que ce ne sont pas des entreprises en fait. Ce sont des machines rentières. Ce ne sont pas les entreprises qui sont là pour développer, industrialiser, améliorer le niveau de vie des populations, satisfaire la demande, les besoins. Il y a un Eneo, j'ai failli oublier Eneo. Voilà ça que je vois encore ici en parcourant les différents listes que j'ai eu. Eneo. Eneo est une des entreprises au Cameroun qui fait le plus gros chiffre d'affaires. Donc ce ne sont pas des entreprises, ce sont des entreprises rentières qui n'ont pas pour but de servir, qui n'ont pas pour but d'offrir ni produits ni services, s'en foutent. Le but, c'est de faire le maximum d'argent possible parce que c'est leur territoire. Et si tu viens faire quoi que ce soit dans le territoire, on va t'éteindre. Que tu sois un étranger, que tu sois un gars de local, si tu es un jeune Camerounais entrepreneur qui a des bonnes idées, qui a du financement, tu veux lancer quelque chose sur place, mon gars, si ça gêne la mafia, on va t'éteindre, on va tout faire pour t'éteindre, on va te mettre des bâtons dans les roues, on va pourrir ton entreprise en fait. Quitte à ce qu'on s'en prenne à toi-même physiquement en dernière ressource, ils le font. Effectivement, ça se fait. Si on est capable de brûler la Sonara, je ne pense pas que c'est tuer physiquement une personne gênante qui dépasse ces gens. Et ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà démontré qu'ils sont capables de le faire. Cette mafia, en fait. Donc c'est ça, le fait d'avoir vécu ici, d'avoir entrepris ici, d'avoir... Je dis que non seulement tu gères les entreprises, mais comme je dis après, tu vis aussi au pays. Hein. Tu es à Douala, tu es sur le bain skin, tu es dans la chaleur, tu écoutes les commentaires, tu vois les news, tu vois ce qui se passe partout, tu vois ce qu'on dit sur tel ministre, sur tel président, sur tel scandale. Bref, de vivre dans cette énergie camerounaise là, c'est un ressenti de tout ça pendant 7 ans. C'est pour ça que le podcast est un peu long, parce que les idées viennent pendant que je parle. Je parlais du restaurant aussi. L'expérience du restaurant. Attends, est-ce que je parle de ça dans le podcast ici? Bien, on va parler. Même si après il faut qu'on divise, même si après il faut qu'on fasse un autre podcast sur ça, on va quand même parler. Parce que là, on va seulement continuer de parler. Le restaurant, comme je vous ai dit, quand tu veux ouvrir un restaurant au Cameroun, par exemple, pour ceux qui sont intéressés, que ça a déjà intéressé, qui ont eu une idée, quand tu veux ouvrir un restaurant au Cameroun, il faut savoir que l'investissement que tu vas faire, ça c'est ce qu'on a eu comme réflexion, même pas comme réalité, hein. Il n'y a pas de distribution d'eau en fait au Cameroun. Donc, si tu veux ouvrir un restaurant, le restaurant a besoin d'eau. C'est la matière première du restaurant, c'est de l'eau. C'est même pas seulement du restaurant. Tout le monde, sa matière première, c'est l'eau. Mais sauf qu'au Cameroun, comme il dit, l'État ne te donne pas de l'eau. Ce n'est pas qu'il faillit à son travail. Je pense que ce n'est même pas son travail. Ce n'est pas leur travail de nous donner l'eau en fait. Donc, tu dois faire l'eau toi-même. Pour faire un forage, tu as la chance. Tu es une ville comme Douala, on donne un peu de chiffres. Douala, c'est la ville au Cameroun où probablement le forage est le moins cher. C'est dans les 1,5 million, plus ou moins, pour avoir un forage qui te donne de l'eau propre, l'eau potable en permanence. Si tu es à Yaoundé, c'est 3 millions, 3,5 millions en montant. Si tu es à l'ouest alors, Bafoussam comme ça là, pour faire un forage à Bafoussam. Si on trouve d'abord l'eau, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a même pas d'eau. Si on trouve l'eau, tu peux aller dans les 7 millions facilement, 7,5 millions pour avoir un forage qui te donne l'eau potable en permanence.
L'eau potable en permanence n'est que la matière première du restaurant. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de dire que non, je veux quelque chose d'extraordinaire, je veux quelque chose d'extrêmement luxueux, je veux quelque chose... Non, tu es en train de vouloir l'eau potable simple pour l'hygiène basique et le fonctionnement de ton restaurant. Donc tu comptes déjà entre 1,5 million jusqu'à 7 millions d'investissements supplémentaires de ce que tu avais prévu en fonction de la ville où tu veux t'implanter au Cameroun. Ça, ce n'est que pour l'eau que tu veux avoir. On parle d'électricité. Il n'y a pas de fourniture permanente d'électricité. Ça veut dire qu'au Cameroun, tu peux avoir des pertes d'énergie sans prévenir. On ne prévient pas en fait. Ça peut arriver et tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça peut faire 1 minute, ça peut faire 10 minutes, ça peut faire 4 heures, ça peut faire 2 jours, ça peut faire 5 jours. Certains endroits, ça peut faire 1 semaine. Bon, moi à Douala, je pense que le maximum qu'on a eu à Douala, c'était un truc comme 3 jours, 3-4 jours. Mais nous, on a déjà eu 2 semaines d'électricité à l'ouest, à Bafoussam, en 2024 ou 2023 ou quelque chose comme ça, parce qu'il y avait un énorme transformateur qui avait soi-disant explosé, enfin on s'en fout. Et on a fait 2 semaines sans énergie. Donc c'est pour dire que si tu vas avoir une entreprise dans ce contexte-là, et ici on prend le cas du restaurant, il va falloir que tu te garantis une fourniture d'énergie permanente à ton restaurant. Donc il faut falloir investir encore quoi? Tu remets un groupe électrogène. Ou alors d'autres méthodes un peu plus nouvelles, le soleil, etc. Mais ça reste un investissement. Moi, je le fais. Je vous ai dit, une entreprise de construction, d'architecture, je le fais. Il faut compter environ, et surtout même, on l'a fait pour le restaurant Japoma Rooftop. Il faut compter environ. Si on dit que tu as un restaurant de, on va dire, 40 places. Environ 5, 6, 7 millions en fonction de ce que tu veux que ton besoin couvre et que ça prend en charge les climatiseurs et que ça prend en charge les ventilateurs et que ça prend en charge toutes les télés, bref. Mais tu vois que là, la fourchette dépend vraiment de ce que tu veux. Mais il faut compter environ 5, 6, 7 millions. Ça, ce n'est que pour l'électricité. Donc, on voit que avant même de commencer à penser à ton business même, est-ce que ça va te demander comme budget d'investissement? Il faut d'abord que tu mets de côté entre 5 et 15 millions. Bon, on va dire que tu as Douala, que tu loues moins cher, 1,5 million. Il va falloir que tu mettes comme 7-8 millions de côté pour avoir ne serait-ce que l'eau et l'électricité en permanence pour ton entreprise. Et je dis encore, l'eau et l'électricité, ce n'est pas du luxe, c'est le minimum vital. C'est le minimum que l'entreprise a besoin pour fonctionner. C'est pas fini. Nous, on s'est fait casser 2 fois. Donc, 2 fois la nuit, il y a des gars qui sont venus, ils ont cassé le mur. On dit qu'on met les antivolateurs là. Les gars cassent une fois le mur directement. Ils ont cassé le mur, ils sont entrés, ils ont fait des vols. 2 fois c'est arrivé et on est en face d'un commissariat. Total Colbon, il y a un commissariat du 16e est là-bas. On a fait les plaintes, bien sûr que ça n'a rien donné. On a donc compris qu'en fait, même la sécurité, il faut que tu investisses dans la sécurité. Il te faut un vigile qui va dormir là-bas chaque soir. Il te faut des caméras pour voir ce qui se passe. Peut-être il te faut des alarmes. Tout dépend du type de business que tu fais. Et je dis encore que penser à ça, ce n'est pas en train de faire du luxe en fait. Vouloir mettre des caméras, ce n'est pas du luxe. Un vigile qui doit dormir, ce n'est pas du luxe, puisque je dis qu'on nous a cassé 2 fois. Je n'ai en train même pas de vous dire combien on a volé. Mais 2 fois on s'est fait casser. Donc c'est dire qu'il faut un vigile qui dort là-bas et il faut des caméras. Ajoute encore un investissement de quoi? 1 million. Le système de vidéosurveillance pratique et un vigile, salaire du vigile pendant, disons, 6 mois. Que tu dis que pour lancer, c'est quoi? C'est encore 1 million qui s'ajoute. Et la sécurité encore, c'est la base de ce que l'État doit fournir aux citoyens de l'État. Mais comme je dis encore, on n'est pas des citoyens, on est des sujets. On est des sujets de la mafia. Ils n'ont absolument aucun devoir envers nous. Pourtant, toute richesse qu'on produit dans leur territoire, ils doivent revendiquer cela, sans contrepartie. Parce que c'est même pas, on va souvent dire qu'on paie des impôts. On va souvent dire que l'État prend les impôts. Mais les impôts, ce n'est pas on dit quoi, ça ne revient pas de droit à l'État comme ça. C'est pas parce que tu es État que... Non, les impôts, c'est comme un contrat. C'est un contrat qui dit que pour les services que je vais rendre aux citoyens de mon État, en contrepartie, ils vont me verser tel montant. Et les services, c'est quoi? C'est donner une fourniture en eau. Bon, je pense que c'est dans le contrat quand même du moyen de base. Parce qu'une personne, bon, aujourd'hui au Cameroun, on arrive à se fournir en eau nous-mêmes par nous-mêmes. Parce qu'on est trop fort, parce qu'on a dû développer. On a dû développer. Mais en principe, ce n'est pas à toi de te fournir en eau et en énergie quand tu es dans un État organisé dans lequel tu payes des impôts. Sauf que ici, ce n'est pas des impôts, c'est des tribus.
Ou alors c'est la taxe, non? Comment on dit qu'on t'a taxé? Au petit, on tes 200. En fait, c'est ça. L'État nous braque, en fait, c'est du raquettage. C'est pas des impôts. Parce que ce n'est pas une contrepartie, ils s'en foutent. Même les routes, on parle des routes. Encore un constat qu'on a eu au restaurant. Lorsque la route de Total Lokbaba se dégradait en saison des pluies, les chiffres d'affaires baissaient. Dit que c'était net. Pourquoi? Parce que la clientèle de Bonhomme Sadi ne venait plus. Il dit que ça se voyait directement. Nous, on est sérieux quand on travaille. Chaque mois, on voit le chiffre d'affaires, on fait des traces, on fait des coupes, on compare pour essayer de comprendre. Chaque fois que la saison des pluies arrive, bon, pas chaque fois, parce que quand la saison des pluies arrivait, la route était bien. Mais quand la route de Lokbaba se dégradait, directement, tu voyais que la clientèle baissait. Faire la route, c'est indépendant de moi. La route était censée être faite par l'État et la contrepartie que moi j'ai dans cet État, ce sont les impôts. Mais vous voyez que là, on a déjà un État qui prend les impôts et qui n'a aucune contrepartie en retour à faire. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça la réalité d'être entrepreneur au Cameroun. Tu fais face à tellement de contradictions qu'à un moment donné, tu as mal à la tête. J'ai même vu ça fait une vidéo, il disait que, je n'ai même pas encore écouté, il faut que j'écoute. Je sais que le titre, j'ai seulement souri. Il disait que c'est dur d'être intelligent au Cameroun. Parce que quand tu es intelligent, tu es sérieux. Tu essaies de comprendre. Donc, tu as une vision logique du monde qui t'entoure. Et que tu comprends qu'il n'y a rien de logique lorsque tu veux analyser les choses de manière normale. Sauf que après, ce n'est pas que ça. C'est que, en fait, tout est logique. Quand tu penses que l'État est une mafia de raquetteuses coloniales, bah, tout devient logique en fait. Ce n'est que comme ça que c'est une logique dans ce qui se passe. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, notre pays, c'est un non-sens. Mais comme je dis, ce n'est pas un non-sens. C'est l'organisation d'une mafia. Donc, tout ce qui se passe là, c'est voulu. Ce n'est pas le hasard. Donc, moi, je vais donc directement, j'ai beaucoup parlé. Je vais tomber sur non, faut-il rester au pays? Après tout ça, je pense que c'est simplement de répondre à la question. Chacun peut voir cette petite analyse. Essayer de réfléchir sur lui-même. Essayer de voir aussi lui-même. Si tu vis au pays, par exemple, toi aussi, tu fais un peu la perspective, tout ce que tu as vécu. Tu analyses, tu comprends bien. Et tu décides de cela, en fait. Si tu es capable de vivre dans ça, de supporter dans ça, et de garder ton... En anglais, on dit sanity. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Sanity. De rester sain d'esprit. Si tu es capable, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas facile. Si tu vois que tu ne peux pas, moi je te recommande pas de rester. Si tu es dans le gouvernement, tu manges là-bas, c'est déjà que tout ça, ça ne s'adresse même pas à toi. Enfin, ça s'adresse aussi à toi. Il faut quand même être conscient de tout ça. Tu peux commencer, tu peux te rendre compte qu'en fait, je participe à une mafia. Donc ça s'adresse aussi à toi. Mais le fait de partir ou de rester, même à toi, ça s'adresse en fait. Prends conscience de ta situation. Là, c'est vraiment ceux qui bénéficient du système. Il y a les gars qui sont dans le gouvernement. Tous ceux qui sont dans les préfets, sous-préfets, machin, procureurs, tout ceci. Dès que ta fonction est liée au fonctionnement de l'État, c'est que tu profites du système. Ou alors tu es un agent de la mafia. Tu es comme un poussier de la mafia. Et tu vas voir que très bien tu appliques les méthodes de la mafia. Regardez comment la police municipale fonctionne. On arrête les gens, on tape les gars avec leur moto en route. Ils bagarrent entre eux tout le temps. On scelle les boutiques des gens. Ça, c'est la mafia. Donc, si tu écoutes le podcast et que tu es dans ce cas de figure-là, prends conscience de ça et décide ce que tu vas faire à partir de maintenant. Si tu étais conscient de ça, bon, ça, là, ça ne t'intéresse pas clairement pas à toi. Si tu bosses dans une entreprise multinationale, parce qu'on a cité Sonara qui a brûlé, le plus gros profiteur, c'est à qui profite le crime. Hein. Je crois bien que depuis que la Sonara a brûlé, l'importateur exclusif du carburant camerounais, ce serait Total, ou alors en grande partie Total, le marketeur principal. Donc souvent, quand on pose la question à qui profite le crime, ça permet de voir qui est le criminel. Tu travailles pour MTN, pour Orange, pour Total. Sache que tu es le garçon de course d'une mafia. Donc prends conscience de ça. Et prends conscience donc que ton apport au pays est négatif. Il n'est pas positif. Hein, s'il est négatif. Et décide ce que tu as décidé. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu vas faire. Mais prends conscience de ça. Et si tu es patriote, tu aimes ton pays, avec ta conscience, avec ta réflexion, tu vas voir ce que tu as à faire. Si tu es un jeune étudiant, ça c'est ce à qui je m'adresse. Là, il y a des gens à qui j'ai envie de parler personnellement. Si tu es un jeune étudiant, tu as 18 ans par exemple, bien tu es fraîchement diplômé de l'université, tu as 23, 24, 25 ans.
Moi, je ne te recommande pas de faire tes premières expériences professionnelles au Cameroun, c'est-à-dire tes 5-10 premières années de travail. Moi, je ne te recommande pas de les faire au Cameroun parce que le Cameroun est bancal. Il y a de fortes chances que tu tombes dans une société qui, elle aussi, est bancale et tu vas être formé dans la bancalité. Tout va être tordu. Toutes les choses anormales pour toi vont te sembler normales parce que tu vas tellement être confronté à ces choses. Tu vas tellement les faire, tu vas tellement les répéter, tu vas tellement voir de gens les faire que tu vas commencer, tu ne vas pas commencer, ton cerveau va switcher sans que tu t'en rendes compte et tu vas te mêler au système et tu vas devenir dépendant de ce système d'une certaine manière puisque tu vas apprendre seulement à fonctionner de cette manière. Tu risques de perdre ta capacité de fonctionner dans un système normal. Donc moi, je ne recommande pas. Moi, je recommande que si tu es un jeune, tes premières expériences professionnelles, si possible, fais-les dans un pays qui fonctionne un peu mieux, qui n'est pas une mafia organisée. Et pour vous dire la vérité, il y a très peu de pays dans le monde qui ne sont pas des mafias organisées, hein, notamment en Occident. Parce que le constat que je fais sur le Cameroun, ce que je décris du Cameroun, en fait, on va dire, j'ai dit quoi? Que le système mafieux vient du système, est un héritage du système colonial, parce que le système colonial était organisé aussi comme une mafia. Ça signifie que le colon lui-même qui a implanté un système mafieux, lui-même est une mafia. Ça veut dire que aller dans des pays coloniaux, France, Italie, Angleterre, on va citer les pays coloniaux là. Je ne sais pas si ça résout le problème. Pourquoi? Parce que c'est le même système, sauf qu'il est organisé différemment, mais c'est le même principe. Il y a toujours des territoires qui sont protégés. Les sujets ont peut-être plus de liberté, mais il y a toujours un seuil que tu ne dois pas franchir, sinon tu te fais éteindre. Dans ça, il y a la cohérence entre les deux systèmes. Donc, je ne sais pas si euh, 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 c'est toujours des mafias, c'est pas, je sais pas, c'est toujours des mafias. Et même les autres États coloniaux, si on voit peut-être les pays d'Afrique, quand on voit de ça, les problèmes que j'ai cités pour le Cameroun, plusieurs pays africains ont ces mêmes problèmes. Pas dans la même ampleur, pas dans la même intensité. Il y a différentes variantes, mais la graine principale est la même. Il y a un cancer principal colonial qui s'est juste métastasé de façon différente en fonction des pays. Donc, choisissez très bien, c'est aussi ça, il faut bien choisir. Quand on dit qu'il faut partir du pays, oui, quand je ne te recommande pas le Cameroun. Mais si tu quittes le Cameroun, tu vas, je sais pas, tu vas travailler au Gabon dans la fonction publique. C'est la même chose, mon frère. Tu n'as rien fait en fait. C'est la même chose. Le Cameroun est peut-être quand même particulièrement tordu. Parce que je pense que si et peut-être un peu, on va dire Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, ils sont un peu plus carrés dans ça. Par contre, eux, ils ont certains pays, les anciens Burkina Faso, Mali, Niger, vous voyez qu'ils ont eu des épisodes de terrorisme graves avant de se prendre en main comme ils l'ont fait. Là aussi, le terrorisme, c'est une certaine métastase qui est liée à leur contexte colonial. Mais de ce côté-là, par exemple, eux, ils ont eu le terrorisme qu'ils ont réussi qui sont en train de très bien gérer. Par contre, eux, ils n'ont pas eu le système, le système pourri de bancalité dans le fonctionnement de tout. Il n'y a pas tellement ça en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Moi, je pense que si tu es un jeune Camerounais, si tu peux, un autre pays, peut-être Afrique de l'Ouest, peut-être États-Unis, peut-être Asie, vas-y, vas-y, va te former là-bas, va faire tes premières expériences professionnelles là-bas. Comme ça, quand tu rentres au Cameroun, tu vas savoir identifier ce qui est tordu, ce qui n'est pas tordu. Tu auras cette capacité-là. Voilà. Et maintenant, si tu es un entrepreneur, mon frère, toi-même, tu décides, gars. J'ai fait mon analyse. Toi aussi, analyse ta part avec ce que j'ai dit. Avec ce que j'ai dit, et toi-même, tu vois ce que tu dois faire. Si tu vois que tu dois rester, tu restes, mais en connaissance de cause. Si tu vois que tu veux maintenir les entreprises, tu maintiens. Mais moi, je dis encore, s'il y a moyen d'avoir cette expérience d'entrepreneur dans un autre pays, je te recommande, s'il y a possibilité pour toi. Si tu peux créer une succursale de ton entreprise, peut-être, commence d'abord par le Tchad, ou bien par la Côte d'Ivoire, ou bien par un pays à côté. Si tu as des contacts peut-être aux États-Unis, peut-être en France, essaie d'avoir une succursale dans ces pays-là pour un peu vivre une expérience différente de l'entrepreneuriat et comprendre comment ce qu'on fait au Cameroun est bancal. Même là encore, entrer dans les détails, je pense que tous les Camerounais comprennent que j'ai bancal. Je peux vous citer d'exemples. J'aime dire trop bavarder. Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Moi, pour moi personnellement, pour le moment, je suis encore au Cameroun. Mais on a fait une petite pause en fait, parce que là, il faut réfléchir. Moi, je m'amuse avec ma vie, donc
faut pas prendre des décisions hâtives. Non, il faut réfléchir, bien voir ce qu'il faut faire. S'il faut quitter le pays, oui, mais où? Parce que comme j'ai dit, le système mafieux là, c'est pas que le Cameroun en fait. Quand tu regardes très bien, quand tu vois le problème structurel, tu comprends que c'est un peu partout. Donc peut-être en fonction de son secteur d'activité, peut-être en fonction de les nuances de chaque pays, il faut que je trouve dans le pays qui va peut-être correspondre à ce que je veux. Ou alors, je reste en profil bas au Cameroun et on joue le maintien sur ce qui est là. Et on attend. Parce que ce n'est pas aussi impossible que le pays change. C'est pas impossible. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce n'est vraiment pas impossible que le pays change. Sauf que la grande question, quand? On attend quoi? 1 an? 10 ans? 20 ans? 50 ans? On a besoin d'organiser nos vies. Dans une telle incertitude, c'est difficile de s'organiser, c'est difficile de se projeter. Donc, si l'attente est trop longue, je ne pense pas je pense pas que moi, particulièrement, je vais rester au Cameroun. En tout cas, que je vais continuer de créer des entreprises au Cameroun, je ne pense pas. Bon, les Camerounais, c'est ça le premier podcast. Mais les podcasts ont repris. Donc, il y en aura, je pense, environ un par semaine comme avant. Et là, vous voyez qu'on est motivé, on est plus expérimenté. Et ça va donner. Les Camerounais ensemble.